Mon mari a frappé ma sœur enceinte au ventre. Et Dieu merci, il l'a fait. Lors de sa baby shower, mon mari s'est approché de ma sœur, qui était enceinte de 8 mois, et lui a donné un coup de poing de toutes ses forces dans le ventre. Elle s'est pliée en deux et est tombée en arrière sur la table de cadeaux, tandis que 50 invités hurlaient. Je l'ai poussée en arrière en criant « Ça ne va pas ou quoi ?» tandis que ma mère appelait le 911 en sanglotant pour une agression contre une femme enceinte. Mon père et mes frères ont plaqué mon mari contre le mur et je lui frappais la poitrine en le traitant de psychopathe, pendant que ma sœur gisait sur le sol, se tenant le ventre et pleurant que quelque chose n'allait pas. Son petit ami vérifiait s'il y avait du sang et tout le monde filmait, tandis que ma grand-mère avait des douleurs à la poitrine à cause du choc. Mes tantes ont attrapé leurs enfants et se sont précipitées dehors, alors que je m'affalais à côté de ma sœur, essayant de sentir le bébé bouger, mais elle continuait de repousser mes mains en disant « Ne le touche pas, ça fait trop mal ». La voisine, qui était sage-femme, a essayé de venir aider, mais ma sœur s'est recroquevillée en boule, criant de ne pas lui toucher le ventre. Mon oncle était au téléphone avec son avocat, disant que nous devions porter plainte pour tentative de meurtre sur un enfant à naître, pendant que la belle-mère de ma sœur s'évanouissait et devait être allongée sur le canapé. Ma sœur gardait ses bras si fort autour de son ventre que personne ne pouvait s'approcher, pleurant qu'elle sentait que quelque chose n'allait pas à l'intérieur. « Regardez son ventre, là où je l'ai frappé !» a crié mon mari en se débattant contre les hommes qui le maintenaient, et j'ai voulu le tuer jusqu'à ce que je le voie. Une profonde marque sur le ventre de ma sœur qui ne reprenait pas sa forme initiale. C'est de la mousse à mémoire de forme sous sa robe, pas un bébé. Et je peux prouver tout ce qu'elle a fait. Je me suis approchée de ma sœur avant qu'elle ne puisse m'arrêter et j'ai palpé autour de la marque. Mes mains se sont engourdies, pressant contre des bords de mousse et des sangles velcro, là où mon neveu aurait dû être. Elle a acheté des faux ventres de différentes tailles en ligne pour simuler la progression, volé des photos d'échographie sur des forums de grossesse et édité son nom dessus, et escroqué tout le monde de 30 000 $ en factures médicales pour des rendez-vous qui n'ont jamais existé, car j'ai vérifié auprès de tous les gynécologues de la ville. J'ai continué à presser la mousse enfoncée pendant que ma sœur essayait de me repousser et que tout le monde commençait à toucher son ventre, trouvant plus de sangles et de rembourrage en dessous. Je l'ai suivie après qu'elle a dit qu'elle avait un rendez-vous chez le gynécologue hier, et elle est allée dans un bar et a bu pendant 2 heures, puis a acheté 3 autres faux ventres dans un magasin de costumes au centre-ville. Ma sœur pleurait, lui criant de se taire, mais il n'écoutait pas. Ma grand-mère avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Mon mari nous a montré son ordinateur portable qu'il avait laissé chez nous. L'historique de recherche était rempli de recherches de ventres de grossesse réalistes et de comment simuler des nausées matinales et des symptômes de grossesse semaine par semaine, et de quoi dire à une baby shower. Mais voici la raison pour laquelle j'ai dû arrêter ça aujourd'hui, a dit mon mari en se débattant contre la prise de mon frère, la sueur coulant sur son visage. Je l'ai vue à l'hôpital la semaine dernière en train de suivre une patiente adolescente dans la maternité, et les images de sécurité montrent qu'elle a fréquenté le groupe de soutien pour les grossesses d'adolescentes en prétendant être enceinte pendant 2 mois. Notre mère sanglotait, alors que mon mari nous montrait des captures d'écran des caméras de l'hôpital de ma sœur suivant une jeune femme enceinte qui était toujours seule, s'asseyant à côté d'elle à la cafétéria, l'accompagnant jusqu'à sa voiture. Elle s'est liée d'amitié avec cette fille qui n'a pas de famille. Elle a appris qu'elle allait être déclenchée demain matin à 6 ans et elle a acheté un siège auto et un uniforme d'infirmière hier. Et elle regardait les horaires de la relève du matin pour trouver le créneau horaire où les infirmières changent de car. Ma sœur avait dit à tout le monde qu'elle allait accoucher dans un centre de naissance qui n'existe pas. Elle prévoyait de disparaître ce soir et de revenir demain avec un nouveau-né volé qu'elle prétendrait être le sien. Elle s'était même entraînée à falsifier des certificats de naissance et avait acheté un tire-lait et du lait maternisé pour que l'alimentation du bébé volé paraisse réelle. En plus de cela, elle avait pris des hormones pour induire la lactation. Le ventre en mousse a glissé complètement sur le côté et ma mère a relevé la robe de ma sœur, exposant tout l'attirail prothétique attaché autour de sa taille. Tout le monde a crié et le petit ami de ma sœur s'est éloigné d'elle alors qu'elle cherchait des issues comme un animal piégé. Mon cousin était au téléphone avec la police, décrivant la fraude et l'enlèvement planifiés, tandis que mes tantes calculaient combien d'argent elle lui avait redonné pour de fausses dépenses médicales. « Tu as tout gâché !» a grogné ma sœur à mon mari, arrachant le faux ventre et le jetant à ses pieds. « Cette adolescente est une droguée ignorante qui ne mérite pas de bébé. Et je lui aurais donné une vie parfaite. » Elle s'est dirigée vers la porte, mais mon père et mes frères ont bloqué son chemin, formant un mur. J'ai vu le visage de ma sœur se transformer en quelque chose que je n'avais jamais vu en 30 ans.
comme si un masque tombait enfin. Et aucun de nous n'était préparé à la distance qu'elle était prête à parcourir pour obtenir ce qu'elle voulait. Elle s'est libérée de la prise de mon père et s'est jetée directement sur mon mari avec ses ongles comme des griffes. Mes frères l'ont rattrapée en l'air et l'ont jetée sur le sol du salon. Elle donnait des coups de pied et criait que nous avions ruiné son plan parfait pendant que le faux ventre gisait là, déformé et tordu. Mon mari continuait de crier pour que tout le monde entende parler des images de l'hôpital, pendant que ma sœur se débattait par terre. Les sirènes de police se rapprochèrent déjà, car mon cousin les avait appelées il y a 5 minutes. Le petit ami de ma sœur est resté figé près du canapé, fixant simplement la prothèse en mousse comme si son cerveau ne pouvait pas traiter l'information. 2 voitures de police se sont arrêtées, et les officiers se sont précipités par notre porte d'entrée, tandis que ma sœur essayait de se traîner vers la sortie arrière. Mon cousin leur a montré son téléphone avec toutes les captures d'écran que mon mari avait envoyées des achats et des images de sécurité de l'hôpital. Les officiers ont regardé le faux ventre par terre, puis ma sœur, qui se débattait toujours avec mes frères. Ils ont sorti les menottes alors qu'elle criait que la jeune fille adolescente ne méritait de toute façon pas son bébé. Elle alternait entre sangloter sur la façon dont nous l'avions trahie et menacer de ce qu'elle ferait en sortant. Les officiers lui ont lu ses droits pendant qu'ils la traînaient vers la voiture de police, pendant que tous les voisins sortaient pour regarder. Ma grand-mère se tenait la poitrine sur le canapé pendant que mes tantes l'éventaient avec des serviettes de la table de cadeaux. Le détective qui est arrivé a dit qu'il devait contacter l'hôpital immédiatement au sujet de la patiente adolescente. Mon mari leur a donné le nom de Becca Torres et ils l'ont appelée immédiatement pour qu'elle soit protégée. En 1 heure, l'hôpital l'avait déplacée dans un étage sécurisé avec des gardes postés devant sa chambre. Ils ont obtenu une ordonnance de protection d'urgence signée par un juge le soir même pour tenir ma sœur éloignée. Le détective a dit que ma sœur avait observé cette fille pendant 2 mois selon les images de sécurité. Mais ensuite, un autre officier s'est approché de mon mari et a dit qu'il était en état d'arrestation pour agression. Tout le monde a commencé à crier qu'il protégeait un bébé d'être enlevé, mais l'officier a dit que l'agression est une agression. Mon mari a mis ses mains derrière son dos pendant que je me précipitais pour trouver notre chéquier pour l'argent de la caution. Il a passé toute cette nuit dans une cellule de détention pendant que j'appelais tous les avocats de notre annuaire téléphonique. Personne ne voulait prendre un cas aussi fou jusqu'à ce que j'en trouve un qui a dit qu'il nous verrait le matin. Je n'ai pas dormi de la nuit et j'ai conduit au palais de justice à 6h du matin avec 5 000 $ en espèces pour la caution. L'avocat a examiné toutes les preuves et a dit que mon mari avait certainement sauvé ce bébé d'être volé. Il pensait que nous pourrions faire réduire les accusations à un délit, mais mon mari ferait quand même face à une punition. Pendant que nous étions au palais de justice, l'ex-petite amie de ma sœur s'est présentée à notre porte complètement bouleversée. Il n'arrêtait pas de demander depuis combien de temps elle mentait, car il avait peint une chambre de bébé entière en jaune le mois dernier. Il avait dit à toute sa famille qu'ils allaient avoir un bébé et avait acheté un berceau qui coûtait 2 000 $. Je lui ai montré l'ordinateur portable avec son historique de recherche qui remontait à plus d'1 an de recherche sur de fausses grossesses. Il a vomi dans notre salle de bain quand il a vu qu'elle avait pris des hormones pour que ses seins sécrètent du lait. Ma mère m'a appelée en pleurant car la chaîne 7 avait déjà repris l'histoire de la tentative d'enlèvement. Notre nom de famille était dans toutes les nouvelles du soir et elle ne pouvait pas quitter sa maison sans que des journalistes ne lui posent des questions. L'employé de l'épicerie lui a demandé si elle était la mère de la femme qui avait essayé de voler un bébé. Papa a dû demander un congé de son travail car ses collègues continuèrent de le regarder et de chuchoter dans la salle de repos. Le détective m'a appelé et m'a demandé de les accompagner pour fouiller l'appartement de ma sœur à la recherche de plus de preuves. Nous avons trouvé 3 carnets remplis de détails sur Becca Torres et son emploi du temps quotidien à l'hôpital. Elle avait écrit ce que la fille mangeait pour le déjeuner et quelle salle de bain elle utilisait le plus souvent. Il y avait des photos de Becca marchant vers sa voiture que ma sœur avait prise de l'autre côté du parking. Elle avait étudié cette pauvre fille pendant des mois, comme si elle planifiait une opération militaire ou quelque chose comme ça. Le détective a trouvé des reçus pour les uniformes d'infirmière et un faux badge d'hôpital qu'elle avait commandé en ligne. Pendant que nous cherchions, j'ai trouvé des relevés de carte de crédit à mon nom que je n'ai jamais ouverts. Ma sœur avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour ouvrir 3 cartes et les avait toutes épuisées. Elle avait fait la même chose avec notre mère pour 20 000 $ de plus en frais frauduleux. Le détective a dit que les accusations de vol d'identité s'ajouteraient à tout le reste auquel elle faisait face. Nous avons dû déposer des rapports de police et geler notre crédit pendant que nous gérions tout le reste qui s'effondrait. 3 jours plus tard, Becca Torres a accouché et a donné naissance à une petite fille en bonne santé à l'hôpital. Les gardes de sécurité sont restés en dehors de sa chambre tout le temps,
et Laia Baldwin des services sociaux était également là. Ma sœur avait eu raison sur une chose. C'est que Becca n'avait aucun soutien familial, mais maintenant elle avait Laia qui l'aidait à demander une aide au logement et à comprendre comment être maman. Il y a quelque chose de profondément dérangeant dans la façon dont ma sœur était calculatrice, avec tous ces carnets qui suivaient l'horaire de la salle de bain et les choix de déjeuner de cette pauvre fille. Cela me fait me demander ce qu'elle aurait pu d'autre planifier qu'ils n'ont pas encore trouvé dans son appartement. Le bébé était parfait et en sécurité, et ma sœur était en prison où elle ne pouvait faire de mal à personne. Nous pensions que ce serait la fin, mais l'avocat de ma sœur a dit qu'elle voulait aller au procès. Elle prévoyait de soutenir qu'elle rendait un service public en enlevant le bébé à une mère inapte. La procureure s'est présentée chez nous 2 jours plus tard, avec une pile de papier aussi épaisse qu'un annuaire téléphonique. Elle a énuméré toutes les accusations contre ma sœur une par une sur notre table de cuisine. La tentative d'enlèvement de l'enfant d'une mineure entraînait la plus longue peine. Ensuite, les accusations de fraude, de vol d'identité et de harcèlement ajoutaient plus d'années. Mon mari était assis en face d'elle avec sa propre pile plus petite de papier pour son accusation d'agression. Notre avocat continuait de dire que c'était le meilleur résultat que nous pouvions espérer, compte tenu de ce que mon mari a fait. La procureure a accepté de la réduire à une agression mineure s'il plaidait coupable et acceptait toute punition que le juge donnerait. Mon père m'a appelé ce soir-là depuis les urgences parce qu'il avait mal à la poitrine et ne pouvait pas bien respirer. Le médecin a dit que c'était un léger épisode cardiaque causé par le stress et l'a gardé en observation pour la nuit. Il continuait de demander aux infirmières comment il avait pu passer à côté de tous les signes, indiquant que sa fille pouvait faire quelque chose d'aussi terrible. Maman était assise près de son lit d'hôpital en pleurant et en lui tenant la main pendant que les machines bipaient autour d'eux. L'ex-petite amie de ma sœur m'a appelé le lendemain matin, demandant s'il pouvait aller à son appartement. Il emballait ses affaires et a trouvé 3 autres faux ventres de grossesse dans son placard de chambre. Ils étaient de différentes tailles, étiquetés 6 mois, 7 mois et 8 mois de son écriture. Les reçus montraient qu'elle les achetait depuis plus d'1 an, s'entraînant à les porter correctement. Il m'a montré des vidéos sur son téléphone d'elle essayant différentes manières de marcher et de poser dans le miroir de sa salle de bain. Il y avait des notes sur quels vêtements cachètent le mieux les sangles et comment s'asseoir pour que le ventre paraisse naturel. Ma grand-mère n'était pas sortie de sa chambre depuis 3 jours et ne répondait pas quand nous frappions. Maman a finalement utilisé sa clé de rechange et l'a trouvée assise dans l'obscurité, regardant dans le vide. Elle avait donné $5 000 à ma sœur pour des vitamines prénatales et des dépenses médicales au cours des derniers mois. La honte d'avoir été trompée par sa propre petite fille la consumait de l'intérieur. Notre avocat a appelé avec plus de mauvaises nouvelles sur ce qu'il avait trouvé en enquêtant sur l'activité en ligne de ma sœur. Elle avait rejoint 12 forums de grossesse différents sous de faux noms au cours des 2 dernières années. Chaque compte avait des photos d'échographie volées à de vraies femmes enceintes qu'elle avait éditées avec ces informations. Elle avait copié des histoires de grossesse d'autres femmes, mot pour mot, et les avait postées comme ses propres expériences. L'avocat a imprimé des centaines de pages montrant comment elle avait étudié de vraies grossesses pour que son mensonge soit parfait. 2 semaines plus tard, mon mari s'est tenu devant le juge et a plaidé coupable d'agression mineure. Le juge a examiné toutes les preuves expliquant pourquoi il avait frappé ma sœur, mais a dit que la violence n'était jamais acceptable. Il l'a condamnée à des cours de gestion de la colère toutes les semaines pendant 6 mois et à 100 heures de travaux d'intérêt général. Mon mari a hoché la tête et a signé les papiers sans discuter, car il savait qu'il avait de la chance de ne pas aller en prison. Je suis allée au palais de justice 3 semaines plus tard pour une audience sur le cas de ma sœur. Becca Torres était également là avec sa fille nouveau-née, dormant dans un porte-bébé contre sa poitrine. Elle avait l'air si jeune assise sur ce banc, peut-être 17 ans au maximum, avec des cernes sous les yeux. Quand elle m'a vue, elle s'est approchée et m'a remercié d'avoir empêché ma sœur de voler son bébé. Sa voix tremblait lorsqu'elle parlait de sa peur de témoigner, mais elle voulait la justice. Le bébé a fait de petits bruits, et Becca a ajusté la couverture autour de son petit visage avec des mains douces. J'ai pu voir pourquoi ma sœur l'avait ciblée, car elle était seule sans famille dans la salle d'audience. Mais maintenant, elle avait Laia Baldwin, l'assistante sociale affectée pour l'aider à comprendre comment être maman. Le rapport du psychiatre sur ma sœur est arrivé par la poste 2 jours avant sa prochaine audience. Il disait qu'elle souffrait de quelque chose appelé pseudo-siésis, combiné à des comportements antisociaux. Le médecin a écrit que ma sœur croyait sincèrement qu'elle méritait un bébé plus que les mères inaptes. Elle considérait les mères adolescentes et les femmes luttant contre la dépendance comme indignes de leurs enfants.
Le rapport continuait sur 20 pages expliquant comment son esprit justifiait la planification de voler le bébé de Becca. Cela m'a rendu malade de lire comment elle s'était convaincue qu'elle faisait quelque chose de noble et de juste. Maman et papa ont engagé un conseiller financier pour déterminer combien d'argent ma sœur avait volé à tout le monde. Le total s'est élevé à près de 50 000 $ lorsque tout le vol d'identité et les fraudes ont été additionnés. Ils ont commencé à vendre des choses et à puiser dans leur épargne retraite pour rembourser les membres de la famille. Papa ne pouvait regarder personne dans les yeux lors des dîners de famille et continuait de s'excuser d'avoir élevé quelqu'un qui pouvait faire cela. La honte le détruisait plus que les problèmes cardiaques, car il se sentait responsable de ne pas l'avoir vu. 3 semaines après son arrestation, ma sœur m'a envoyé une lettre de prison écrite sur du papier juridique jaune. Elle disait « Je l'ai trahi et elle ne me pardonnerait jamais d'avoir ruiné sa vie ». Toute la lettre blâmait tout le monde de ne pas comprendre que Becca ne méritait pas son bébé. Elle a écrit que les adolescents qui tombent enceintes sont égoïstes et irresponsables et ne méritent pas d'être mères. Elle a dit qu'elle aurait donné à ce bébé une vie parfaite avec 2 parents et une belle maison. La dernière ligne disait qu'elle faisait la bonne chose et que nous étions tous trop stupides pour le voir. J'ai jeté la lettre à la poubelle et j'ai essayé de l'oublier. Mais 2 jours plus tard, mon mari a dû commencer ses travaux d'intérêt général au centre pour jeunes du centre-ville. Le juge l'a fait faire 100 heures à enseigner aux enfants la gestion de la colère, ce qui semblait étrange puisqu'il avait frappé ma sœur. Il est entré dans cette première session avec 12 lycéens, le regardant fixement, et a commencé à leur raconter toute notre histoire sur la baby shower. Les enfants sont restés là, bouche bée, pendant qu'il expliquait comment il avait suivi ma sœur et découvert son plan pour voler un bébé. Il leur a montré comment la colère peut parfois protéger les gens, mais la violence a toujours des conséquences, même quand on a raison. Un garçon a demandé s'il regrettait de l'avoir frappé, et mon mari a dit que non pour avoir arrêté l'enlèvement, mais oui pour avoir utilisé ses poings. La coordinatrice du programme a regardé depuis l'arrière et a hoché la tête lorsque mon mari a parlé de trouver de meilleures façons de gérer les situations dangereuses. Après 3 semaines de session, les enfants ont commencé à parler de leurs propres problèmes de colère, et mon mari est devenu en fait bon pour les aider. Puis Becca m'a appelé en pleurant parce qu'un garçon s'est présenté à son appartement en se disant son frère. Il a dit que son nom était Cade, et qu'il avait été absent pendant 4 ans à cause de la drogue, mais qu'il avait vu les nouvelles sur ma sœur essayant de voler son bébé. Il s'est tenu devant sa porte avec des fleurs et un animal en peluche pour le bébé, disant qu'il voulait arranger les choses. Becca ne lui faisait pas confiance au début, mais Laïa, l'assistante sociale, a fait une vérification des antécédents et a découvert qu'il était sobre depuis 2 ans. Cade avait un travail dans un entrepôt et son propre appartement, et continuait de se présenter avec des couches et du lait maternisé jusqu'à ce que Becca le laisse finalement rencontrer sa nièce. Pendant ce temps, toute notre famille a commencé à aller en thérapie ensemble, sauf ma sœur qui était toujours en prison. La thérapeute nous a fait nous asseoir en cercle et parler de la façon dont nous nous sentions trahis par quelqu'un que nous connaissions depuis toujours. Maman pleurait à chaque session de ne pas avoir vu les signes d'alerte et papa continuait de se blâmer de l'avoir mal élevée. La thérapeute continuait de dire que nous étions tous des victimes des mensonges et de la manipulation de ma sœur et que nous ne devions pas nous en vouloir. Elle a dit que les personnes atteintes de la maladie de ma sœur sont des expertes pour cacher leur véritable personnalité et tromper tout le monde autour d'elles. Nous avons passé 6 sessions juste à traiter le choc de découvrir que quelqu'un que nous aimions pouvait planifier quelque chose d'aussi mauvais. Ensuite, l'ex-petite amie de ma sœur a intenté une action en justice contre elle pour détresse émotionnelle et fraude. Son avocat nous a envoyé des papiers montrant que ma sœur avait pris des hormones pour que ses seins sécrètent du lait et provoquent des sautes d'humeur. Elle avait dépensé 8 000 $ de son argent pour des choses pour bébé et l'avait fait dire à toute sa famille qu'elle était enceinte. Il voulait des dommages et intérêts pour la thérapie dont il avait besoin et l'argent qu'il avait perdu en se préparant à un faux bébé. L'avocat a dit qu'il avait un dossier solide puisque ma sœur avait admis dans les appels téléphoniques depuis la prison qu'elle avait tout simulé. 2 mois après l'arrestation, j'ai dû aller au palais de justice et témoigner devant un grand jury. Ils m'ont fait raconter toute l'histoire de la baby shower depuis le début pendant que 23 personnes me regardaient. Quand je suis arrivée à la partie où je sentais la marque de l'enfoncement du ventre en mousse sous mes mains, j'ai commencé à trembler et j'ai dû boire de l'eau. La procureure leur a montré des photos du faux ventre et les reçus de toutes les différentes tailles qu'elle avait achetées en ligne. J'ai témoigné pendant 3 heures sur tout ce que j'avais vu et entendu ce jour-là, et sur la façon dont le visage de ma sœur a changé quand nous l'avons surprise. Il a fallu moins d'1 heure au grand jury pour l'inculper de toutes les accusations, y compris la tentative d'enlèvement et la fraude. Pendant ce temps,
Laïa a continué à travailler avec Becca pour qu'elle s'organise avec le nouveau bébé. Elle a aidé Becca à remplir des demandes d'aide au logement et l'a inscrite à un cours de formation professionnelle au collège communautaire. Becca voulait être assistante dentaire pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille sans dépendre de personne. Laïa l'a emmenée au bureau du programme WIC pour obtenir des bons pour le lait maternisé et l'a aidée à demander une aide pour la garde d'enfants afin qu'elle puisse assister aux cours. Cad a commencé à garder le bébé pendant que Becca allait à ses rendez-vous et ils ont lentement établi une confiance entre eux. Mais les choses à la maison sont devenues plus difficiles parce que je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon mari frappant ma sœur. Même s'il avait sauvé ce bébé, je le voyais toujours lever le poing et frapper son ventre. Nous dînions et je me souvenais du bruit de son poing frappant la mousse et j'étais malade. J'essayais de comprendre comment fonctionnait l'esprit de ma sœur. Elle avait en fait pris des hormones pour que son corps produise du lait. C'est un mélange tellement étrange de planification et de délire. Il a remarqué que je me recroquevillais quand il bougeait trop vite et a finalement dit que nous avions besoin d'aide. Nous avons trouvé une conseillère conjugale qui était spécialisée dans les traumatismes et nous avons commencé à y aller toutes les semaines pour surmonter cela. La conseillère a dit que mon cerveau était coincé entre la gratitude et l'horreur, ce qui était normal pour une situation aussi compliquée. Puis, la couverture médiatique a mis en lumière plus de victimes que nous ne connaissions pas. 3 femmes différentes ont appelé la procureure en disant que ma sœur les avait également harcelées pendant leur grossesse. Une femme a dit « Ma sœur s'est présentée à ses rendez-vous prénataux en posant des questions bizarres sur la santé du bébé. » Une autre a dit « Ma sœur l'a suivie jusqu'au parking après un cours de préparation à l'accouchement et a essayé d'obtenir son numéro de téléphone. » La 3e femme avait des captures d'écran de ma sœur rejoignant son groupe Facebook de grossesse sous un faux nom et demandant son adresse. Mon oncle a engagé son propre avocat pour intenter une action civile afin de récupérer les 30 000 $ que ma sœur avait volés. L'avocat a dit que la restitution pénale prendrait des années, mais que le tribunal civil pourrait aller plus vite si nous avions de bonnes preuves. Il a commencé à recueillir des reçus et des relevés bancaires de tous ceux qui avaient donné de l'argent à ma sœur pour de fausses factures médicales. Le total continuait de grimper à mesure que d'autres proches se souvenaient de lui avoir donné de l'argent pour des ordonnances et des visites chez le médecin qui n'avaient jamais eu lieu. Ensuite, ma sœur a fait quelque chose que personne n'attendait et a renvoyé son avocat commis d'office. Elle s'est levée au tribunal et a dit au juge qu'elle voulait se représenter elle-même parce que tout le monde était contre elle. Elle a dit que l'avocat commis d'office faisait partie d'une conspiration pour la faire passer pour folle, alors qu'en réalité, elle essayait de sauver un bébé. Le juge a ordonné une autre évaluation psychiatrique pour savoir si elle était suffisamment compétente pour prendre cette décision. Le psychiatre a passé 4 heures avec ma sœur pendant 2 jours et a regardé chaque enregistrement des visites en prison que nous avions faites. Maman a eu sa première crise de panique à l'épicerie 3 semaines plus tard, quand une femme qu'elle ne connaissait pas s'est approchée d'elle en lui demandant si elle était la mère de l'histoire du faux ventre de grossesse. Maman a laissé tomber son panier et a couru vers la voiture, où elle était restée assise en tremblant pendant 20 minutes avant de pouvoir rentrer chez elle. Papa l'a trouvée ce soir-là assise dans la cuisine sombre en pleurant parce qu'elle ne pouvait plus faire face aux gens. Le médecin lui a prescrit des médicaments contre l'anxiété le lendemain après que maman ait décrit se réveiller à 3 heures du matin, avec le cœur qui battait et le sentiment qu'elle ne pouvait plus respirer. Elle a commencé à prendre les pilules, mais elle la fatiguait tout le temps et elle a cessé d'aller à son club de lecture et à son cours de yoga. Pendant ce temps, Laïa Baldwin continuait de rencontrer Becca et son frère Cade, qui étaient apparus après avoir vu la couverture médiatique. Cade était sobre depuis 2 ans et travaillait dans la construction. Mais il voulait aider sa sœur après avoir manqué une si grande partie de sa vie. Laïa l'a présenté à son mari, Raon, qui dirigeait une entreprise de sécurité et avait besoin de travailleurs fiables pour les quarts de nuit dans les immeubles de bureaux. Cade a accepté le travail et a déménagé dans un petit appartement près de Becca afin qu'il puisse s'occuper du bébé pendant qu'elle allait à ses rendez-vous. Mon mari est arrivé à la moitié de ses 100 heures de travaux d'intérêt général et est rentré à la maison en parlant d'un garçon nommé Isaac, qui lui rappelait lui-même à cet âge. Le centre pour jeunes l'avait mis à enseigner des techniques de base d'autodéfense, mais il écoutait surtout les enfants parler de leurs problèmes à la maison. L'instructeur de gestion de la colère a remarqué que mon mari était différent aussi, et a commencé à lui faire aider les participants plus récents qui étaient encore dans la phase de colère. Les résultats de la 2e évaluation psychiatrique sont revenus en disant « Ma sœur était compétente pour être jugée, mais souffrait d'un trouble de la personnalité narcissique avec des traits antisociaux. » Le psychiatre a écrit qu'elle comprenait ce qui était bien et ce qui était mal, mais croyait que ses désirs étaient plus importants que les droits des autres.
Il a recommandé au moins 5 ans de thérapie intensive, que ma sœur aille en prison ou non. Papa est retourné au travail après avoir pris 2 semaines de congé, mais il est rentré tôt le premier jour en disant qu'il ne pouvait pas supporter les regards de ses collègues. Son patron a suggéré qu'il prenne une retraite anticipée avec tous les avantages, car il était là depuis 28 ans, et papa a commencé à y penser sérieusement. Ce week-end-là, je nettoyais le garage et j'ai trouvé une boîte des affaires de ma sœur de l'année dernière lorsqu'elle était restée avec nous. À l'intérieur se trouvaient des documents imprimés sur l'adoption internationale et des bébés vendus à des couples riches pour 50 000 $ ou plus. Il y avait des notes manuscrites d'elle sur la façon de falsifier des documents d'adoption et quel pays avait le moins de surveillance. Elle avait marqué des histoires sur des personnes qui avaient été surprises et surligné les erreurs qu'elles avaient commises. La procureure l'a ajouté au dossier de preuve et a dit que cela montrait la préméditation et que l'enlèvement aurait pu conduire à la traite d'êtres humains. L'instructeur de gestion de la colère de mon mari était un homme plus âgé nommé Frank, qui avait été marine puis policier avant de devenir conseiller. Frank a commencé à rencontrer mon mari individuellement après les sessions de groupe pour parler de la différence entre protéger les gens et les agresser. Il a fait écrire à mon mari ce qu'il ressentait au moment où il a frappé ma sœur et quelles autres options il aurait pu choisir. Ils ont travaillé sur des scénarios où mon mari devait pratiquer des techniques de désescalade, même lorsqu'il savait que quelqu'un faisait quelque chose de mal. La procureure m'a appelé 2 mois après l'arrestation pour discuter d'un accord de plaidoyer qu'ils offraient à ma sœur. 15 ans avec une possibilité de libération conditionnelle après 7 ans si elle complétait le traitement psychiatrique et montrait un remords sincère. L'alternative était d'aller au procès, où elle pourrait obtenir de 25 ans à la perpétuité si le jury la condamnait pour toutes les accusations, y compris la tentative d'enlèvement d'un mineur. Becca a été acceptée dans un programme de préparation au GED pour jeunes mères qui incluait une garde d'enfants gratuite pendant les cours. Le programme se réunissait 3 soirs par semaine et le samedi matin au collège communautaire. Cade a ajusté son horaire de travail pour pouvoir garder le bébé pendant que Becca était en classe et Laia l'a aidé à établir une routine. Becca était déterminée à terminer son GED et a commencé le programme d'assistante dentaire l'année suivante. Le bébé était en bonne santé et atteignait tous ses jalons, et Becca nous a envoyé une photo d'elle souriant pour la première fois. L'avocat de ma sœur lui a présenté l'accord de plaidoyer lors d'un appel vidéo depuis la prison, mais ma sœur a commencé à crier avant qu'il ne termine de l'expliquer. Elle a dit qu'elle n'allait accepter aucun accord parce qu'elle n'avait rien fait de mal, et que le jury comprendrait qu'elle essayait de sauver un bébé d'une mère adolescente inapte. Son avocat a essayé d'expliquer que les preuves étaient accablantes, mais elle l'a renvoyé sur le champ et a dit qu'elle trouverait quelqu'un qui croirait vraiment en son dossier. Le juge a nommé un autre avocat commis d'office, mais ma sœur a refusé de le rencontrer et a déposé des documents pour se représenter elle-même à nouveau. Les gardes ont rapporté qu'elle ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits pour son anxiété et passait tout son temps dans la bibliothèque de droit à faire des recherches sur des cas où des personnes avaient réussi à s'en tirer avec des accusations d'enlèvement. Elle a écrit des lettres à tous ceux qui voulaient l'écouter, affirmant qu'elle était persécutée pour avoir essayé d'aider un bébé à avoir une meilleure vie. La thérapeute familiale nous faisait nous asseoir en cercle tous les mardis après-midi, dans son bureau qui sentait les bougies à la vanille et les vieux livres. Elle a sorti cette chronologie sur un grand tableau blanc et a commencé à marquer les dates où ma sœur avait menti sur des choses que nous avions oubliées. Il y a eu la fois, il y a 5 ans, où elle a dit qu'elle avait le cancer, et nous nous sommes tous rasés la tête en signe de soutien jusqu'à ce que papa découvre qu'elle n'était jamais allée chez l'oncologue qu'elle avait nommé. La thérapeute continuait d'ajouter plus de mensonges au tableau, comme quand ma sœur a affirmé qu'elle avait été acceptée à l'école d'infirmière, mais qu'en réalité, elle travaillait dans une station-service. Maman a pleuré pendant la plupart de ces sessions, se souvenant comment ma sœur regardait les femmes enceintes dans les magasins et demandait à toucher leur ventre. La thérapeute a dit « Nous avions tous été dans le déni des problèmes de ma sœur, car y faire face signifiait admettre que quelqu'un que nous aimions était capable de choses terribles. » Mon mari a terminé son dernier jour de travaux d'intérêt général au centre pour jeunes un jeudi, et les enfants lui ont fait une petite fête avec des cupcakes qu'ils avaient fait. Un garçon nommé Isaac lui a remis cette lettre qu'il avait écrite sur la façon dont l'histoire de mon mari l'avait aidé à comprendre pourquoi il se mettait si en colère parfois. La lettre disait qu'Isaac apprenait à compter jusqu'à 10 et à s'éloigner au lieu de frapper quand il était en colère contre son beau-père. 3 autres enfants ont également écrit des notes, et mon mari les a toutes gardées dans son portefeuille. Le directeur du centre pour jeunes a demandé à mon mari s'il reviendrait en tant qu'entraîneur bénévole pour leur équipe de basketball.
La procureure nous a appelés à son bureau au centre-ville, où les murs étaient recouverts de diplômes de droit et de photos de ses enfants. Elle a étalé tous les dossiers de l'affaire sur cette immense table de conférence et a expliqué que le procès commencerait dans 3 mois. Ma sœur prévoyait de se représenter elle-même et de plaider qu'elle rendait un service public en ciblant ce qu'elle appelait une mère adolescente inapte. La procureure nous a montré des motions que ma sœur avait déposées, alléguant que Becca consommait de la drogue. Bien que tous les tests de dépistage de drogue soient revenus négatifs, elle nous a averti que ma sœur essaierait de se faire passer pour une héroïne qui sauvait un bébé de l'abandon. Maman et papa ont rencontré un agent immobilier pour leur maison de vacances dans les montagnes, où nous passions tous les Noëls. Ils l'avaient achetée il y a 20 ans et l'avaient rénovée eux-mêmes, mais maintenant ils avaient besoin de l'argent pour rembourser tous ceux que ma sœur avait escroqués. Mon oncle a récupéré 1500 $ et mes tantes ont également récupéré leur argent. Grand-mère a refusé de prendre quoi que ce soit, disant qu'elle ne voulait pas de son argent. Elle voulait juste qu'il guérisse. La maison a été vendue en 2 semaines à une jeune famille avec 3 enfants. J'étais en train de ramasser des pommes à l'épicerie quand j'ai entendu un bébé pleurer et je me suis retournée pour voir Becca pousser un caddie avec sa fille dans le porte-bébé. Cad était avec elle, comparant les prix du lait maternisé sur son téléphone. Le bébé avait ses joues potelées et portait un pyjama rose qui disait « La fille de maman ». La façon dont il déterre tous ces vieux mensonges d'il y a 5 ans me fait me demander si nous avons tous simplement choisi de regarder de l'autre côté à l'époque. Cette histoire de cancer où tout le monde s'est rasé la tête. Comment personne n'a-t-il remis cela en question jusqu'à ce que papa vérifie? Becca avait l'air fatiguée avec des cernes sous les yeux, mais elle souriait à son bébé et faisait des grimaces amusantes pour arrêter les pleurs. Elle m'a vue et s'est figée pendant 1 seconde avant que Cade ne mette sa main sur son épaule et lui chuchote quelque chose. Nous avons parlé pendant quelques minutes de la façon dont le bébé dormait déjà toute la nuit, et Becca prenait ses cours de Jed en ligne. Le bébé a attrapé mon doigt quand j'ai tendu la main et avait la prise la plus forte pour quelqu'un d'aussi petit. Les lettres ont commencé à arriver chez tout le monde avec le numéro de prison de ma sœur comme adresse de l'expéditeur. Elle a écrit à notre tante en disant que j'étais jalouse d'elle et que j'avais monté mon mari contre elle. Elle a dit à nos cousins que mon mari était violent et dangereux et qu'ils devaient garder leurs enfants loin de lui. La plupart des membres de la famille ont jeté les lettres ou les ont renvoyées sans les ouvrir. Mais le frère de papa a appelé en demandant si nous n'avions pas peut-être surréagi. Maman a dû lui montrer toutes les preuves à nouveau, y compris les reçus des faux ventres et les vidéos de harcèlement. Ma sœur a même écrit à nos vieux voisins en disant qu'elle était injustement emprisonnée pour s'être trop souciée du bien-être des enfants. La procureure a obtenu des enregistrements des appels téléphoniques de ma sœur depuis la prison grâce à un mandat judiciaire. Nous nous sommes assis dans son bureau en écoutant ma sœur dire à une autre détenue comment elle allait récupérer son bébé dès qu'elle sortirait. Elle a décrit Becca comme une droguée inutile qui ne méritait pas d'être mère, même si Becca n'avait jamais consommé de drogue de sa vie. Dans un appel, ma sœur a dit qu'elle savait maintenant où vivait Becca et qu'elle attendrait aussi longtemps qu'il le faudrait. La procureure a dit que ces appels prouvaient que ma sœur était toujours dangereuse et les utiliserait au procès pour montrer qu'elle n'avait aucun remords. Ma sœur avait dessiné des images de bébés dans sa cellule que les gardes ont trouvées lors d'une fouille. Mon mari et moi avons conduit à la recherche de maisons dans différents quartiers tous les week-ends pendant 1 mois. Notre maison avait des journalistes qui se présentaient pour demander des interviews et des gens qui ralentissaient pour prendre des photos de l'endroit où la baby shower avait eu lieu. Les voisins étaient polis, mais on voyait qu'ils étaient mal à l'aise autour de nous. Maintenant, nous avons trouvé un endroit à 40 minutes dans une banlieue tranquille où personne ne connaissait nos noms. Le camion de déménagement est arrivé un samedi, et nous avons tout emballé en essayant de ne pas regarder le jardin où se trouvait la table de cadeaux. Grand-mère a finalement accepté de faire une déclaration à la procureure, après être restée silencieuse pendant des mois. Elle était trop faible pour aller au tribunal, alors ils ont organisé un appel vidéo depuis son salon. Elle était assise dans sa chaise préférée avec sa robe du dimanche et a raconté à la procureure comment elle avait donné 5 000 $ à ma sœur pour des vitamines prénatales et des vêtements de maternité. Ses mains tremblaient en montrant les relevés bancaires et les chèques annulés. Elle a dit que ma sœur était venue chez elle en pleurant à propos des factures médicales et qu'elle avait besoin d'aide pour donner à son bébé le meilleur départ dans la vie. Lorsque la procureure lui a demandé si elle voulait que l'argent soit remboursé, grand-mère a dit qu'elle voulait juste que ma sœur reçoive de l'aide et ne blesse plus jamais une autre famille. Becca a emmené son bébé au bureau de la procureure pour une réunion sur le procès, et j'étais là aussi. Le bébé avait 6 mois et pouvait déjà s'asseoir toute seule et commencer à manger de la purée de banane et de patates douces.
Laïa est venue avec elle et nous a dit que Becca n'avait pas manqué un seul cours parental ou rendez-vous chez le pédiatre. Le bébé était dans la fourchette de poids parfaite et s'était retourné tôt et essayait déjà de ramper. Laïa a dit qu'en 20 ans d'assistante sociale, elle avait rarement vu une jeune mère aussi dévouée. Becca étudiait pour son examen de GID toutes les nuits après que le bébé se soit endormi et Kate faisait des heures supplémentaires pour payer la garde d'enfants. La procureure a pris des photos du bébé sain et heureux pour montrer au jury ce que ma sœur avait tenté de voler. 3 mois plus tard, je suis entrée dans le palais de justice pour la sélection du jury et j'ai vu ma sœur pour la première fois depuis son arrestation. Elle avait perdu au moins 30 livres et ses pommettes étaient saillantes sous une peau pâle qui ressemblait à du papier. La combinaison orange était lâche sur elle et ses cheveux étaient raides contre sa tête au lieu des boucles parfaites qu'elle avait toujours. Elle n'arrêtait pas de dire à son avocat qu'il n'avait pas besoin d'être là, et le juge l'a fait s'asseoir 4 fois avant de menacer de la faire bâillonner. La procureure a demandé au juré potentiel s'il pouvait être juste envers quelqu'un accusé de planifier d'enlever un bébé. Ma sœur continuait de secouer la tête et de murmurer le mot « non » chaque fois que quelqu'un disait qu'il pouvait être impartial. Nous avons choisi 12 jurés et 2 suppléants pour le déjeuner, et ma sœur a dit au juge qu'ils étaient tous stupides. Le lendemain matin, les plaidoiries d'ouverture ont commencé, et ma sœur a interrompu la procureure 6 fois dans les 10 premières minutes. Elle s'est levée en disant que la procureure ne comprenait pas qu'elle aidait la société en enlevant un bébé à une mère inapte. Le juge l'a avertie 2 fois, puis a dit qu'une autre explosion entraînerait des accusations d'outrage et l'expulsion de la salle. Ma sœur s'est de nouveau assise, mais elle continuait de faire des grimaces et de secouer la tête pendant que la procureure montrait au jury des photos des faux ventres et des vidéos de harcèlement. Lorsque son avocat a prononcé sa plaidoirie d'ouverture, ma sœur essayait toujours de lui arracher le microphone. 2 jours plus tard, je suis montée à la barre des témoins à 8h du matin et je ne suis partie qu'après 14 ans. La procureure m'a guidée à travers la découverte du ventre en mousse à la baby shower et la découverte de toutes les preuves que mon mari avait rassemblées. J'ai décrit comment j'ai pressé mes mains dans la mousse enfoncée où mon neveu aurait dû être et j'ai entendu ma sœur admettre qu'elle pensait que l'adolescente ne méritait pas son bébé. Ma sœur m'a regardé fixement pendant les 6 heures sans cligner des yeux ni détourner le regard une seule fois. Son avocat m'a demandé si j'avais déjà vu des signes de maladie mentale auparavant, et j'ai dû dire que non, même si avec le recul, il y avait probablement des choses que nous avions manquées. La procureure a montré au jury les reçus des faux ventres et les captures d'écran de ma sœur suivant Becca à l'hôpital. J'ai identifié l'écriture de ma sœur sur les notes concernant l'horaire de Becca et j'ai confirmé la carte de crédit qu'elle avait ouverte à mon nom. Quand je suis finalement descendue, mes jambes tremblaient tellement que j'ai failli tomber. Le lendemain matin, Becca est montée à la barre avec son bébé dans ses bras, qui avait maintenant presque 9 mois. Elle a décrit comment elle a rencontré ma sœur au groupe de soutien pour les grossesses d'adolescentes et comment ma sœur s'asseyait toujours à côté d'elle et posait des questions personnelles. La voix de Becca a tremblé quand elle a parlé d'avoir appris que quelqu'un prévoyait de voler son bébé le jour où elle a accouché. Elle a dit qu'elle n'avait pas bien dormi pendant des mois et qu'elle vérifiait toujours les serrures 5 fois avant de se coucher. 3 jurés s'essuyèrent les yeux lorsque Becca a décrit qu'elle avait 17 ans et qu'elle était seule, et pensait que ma sœur était gentille, alors qu'en fait, elle la traquait. Le bébé a commencé à pleurer pendant le témoignage, et Becca l'a fait rebondir tout en expliquant comment ma sœur avait découvert la date de son déclenchement et son horaire de travail. L'avocat de ma sœur n'a pas du tout contre-interrogé Becca, ce qui a fait que ma sœur a frappé la table. Mon mari a témoigné l'après-midi suivant sur le fait qu'il a suivi ma sœur au bar alors qu'elle était censée être à un rendez-vous chez le médecin. Il a admis que la frapper était mal, et qu'il avait déjà terminé ses travaux d'intérêt général et sa gestion de la colère pour cela. Mais il a expliqué qu'il ne pouvait pas laisser un bébé innocent être volé, et il savait que la police ne le croirait pas sans preuve. Il a montré au jury les images de sécurité qu'il avait sauvegardées de ma sœur harcelant Becca pendant 2 mois. L'avocat de ma sœur a demandé si mon mari avait aimé frapper une femme, et mon mari a dit « Non, mais je le referai pour sauver un bébé ». Le jury a délibéré pendant seulement 3 heures, ce que notre avocat a dit être très rapide pour une affaire aussi sérieuse. Ils sont revenus avec des verdicts de culpabilité sur les 7 accusations, y compris la conspiration pour commettre un enlèvement et la fraude de plus de 10 000 $. Ma sœur s'est levée en criant qu'ils étaient tous des idiots, qui ne comprenaient pas qu'elle essayait d'aider ce bébé à avoir une vie meilleure. Les huissiers ont dû la traîner pendant qu'elle continuait de crier que Becca était une ordure qui ruinerait sa fille. 2 semaines plus tard, lors de la condamnation, le juge a donné à ma sœur 18 ans avec une possibilité de libération conditionnelle dans 10 ans
si elle complétait le traitement psychiatrique. Ma sœur a ri et a dit qu'elle préférait faire les 18 ans complets que de faire semblant d'avoir eu tort. Le juge a dit que c'était son choix, mais qu'elle serait de toute façon transférée dans un centre correctionnel psychiatrique. En un mois, ma sœur a été déplacée dans un établissement à 3 heures de distance où elle devait assister à des séances de thérapie quotidiennes. Les médecins nous ont appelés après son évaluation et ont dit que son trouble de la personnalité était grave et qu'il faudrait des années de traitement intensif pour même commencer à y remédier. Ils ont dit qu'elle croyait toujours qu'elle n'avait rien fait de mal et parlait du bébé de Becca comme s'il lui appartenait. Maman et papa ont commencé à aller dans un groupe de soutien pour les grands-parents au centre communautaire pour les familles touchées par le crime. Papa a dit que cela l'aidait d'écouter les histoires d'autres personnes sur leurs enfants faisant des choses terribles et comment ils ont appris à vivre avec la honte. Maman est devenue une conférencière régulière après 6 mois, disant aux nouveaux membres qu'aimer son enfant ne signifie pas excuser ses crimes. Ils ont même créé un fonds pour aider les jeunes mères comme Becca à payer la garde d'enfants et les fournitures pour bébés. Mon mari a été embauché pour entraîner le baseball et le football pour les jeunes au centre de loisirs. Il a utilisé son expérience de la gestion de la colère pour enseigner aux enfants à contrôler leurs émotions. Il leur a parlé des conséquences et de prendre de meilleures décisions sans donner de détails sur ce qui s'était passé avec ma sœur. Les enfants l'adoraient parce qu'ils comprenaient la colère, mais leur enseignaient comment la gérer sans blesser personne. 1 an plus tard, nous sommes tous allés au collège communautaire pour la cérémonie de remise des diplômes de Becca, où elle a marché sur la scène avec sa toge et son mortier. Cade a soulevé le bébé pour qu'elle puisse voir sa maman recevoir son diplôme, pendant que Laia et Raon applaudissaient depuis les sièges à côté de nous. Le doyen a annoncé que Becca avait été acceptée dans le programme de travail social qui commencerait à l'automne et elle a levé le poing en l'air. Comment Becca a-t-elle réussi à étudier pour son GUD avec un bébé qui pleurait la nuit? La façon dont elle a équilibré l'école et le fait d'être maman tout en gérant le traumatisme de quelqu'un qui essayait de voler son bébé me fait me demander ce qui la faisait tenir tous les jours. Après la cérémonie, Becca nous a montré sa lettre d'acceptation et son horaire de cours pendant que sa fille attrapait la houppe de son mortier. Mon mari et moi nous sommes regardés pendant la célébration et nous avons tous les deux su que nous étions enfin prêts à essayer d'avoir notre propre bébé après toutes les sessions de thérapie. Nous avions passé des mois à travailler sur ce qui s'était passé et à apprendre à faire confiance à nouveau et à gérer les conflits sans violence. Ce week-end-là, papa s'est assis à son bureau pendant 6 heures, écrivant et réécrivant une lettre à ma sœur dans l'institution psychiatrique. Il a montré à maman la version finale où il lui disait qu'il l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas avoir de contact tant qu'elle n'assumait pas la responsabilité de ce qu'elle avait fait. Ses mains ont tremblé en scellant l'enveloppe, et maman l'a emmenée à la poste car elle ne pouvait pas voir à travers ses larmes. La famille élargie a recommencé à faire de petits dîners, mais la moitié des parents ne venaient toujours pas après tout ce qui s'était passé. Mon oncle a organisé Thanksgiving avec seulement 12 personnes au lieu des 40 habituelles, mais tout le monde a vraiment parlé au lieu de faire semblant. Ma cousine a amené son nouveau petit ami, et personne n'a posé de questions sur ma sœur, ce qui a rendu tout le repas plus facile. 3 ans après sa condamnation, l'institution a appelé pour dire « Ma sœur a enfin commencé à participer à des séances de thérapie de groupe. » Le médecin a dit qu'elle avait admis pour la première fois qu'elle avait besoin d'aide et que c'était le premier vrai progrès qu'ils avaient vu. Elle ne s'excuserait toujours pas ou ne dirait pas qu'elle avait tort, mais au moins, elle avait cessé d'insister sur le fait que Becca ne méritait pas son bébé. Pendant ce temps, Becca a terminé sa première année de cours de travail social, tout en travaillant à temps partiel au refuge pour femmes du centre-ville. Elle a commencé à animer des groupes de soutien pour les mères adolescentes, utilisant sa propre histoire pour les aider à voir qu'elles aussi pouvaient y arriver. Sa superviseure a écrit une lettre disant que Becca était la meilleure conseillère par les pairs qu'ils aient jamais eue parce qu'elle comprenait vraiment ce que les filles traversaient. Mon mari et moi avons découvert que j'étais enceinte juste après que Becca ait commencé sa 2e année d'université. Nous avons choisi le nom Hope, espoir en anglais, avant même de savoir que c'était une fille, car nous avions besoin de quelque chose de positif après toutes les ténèbres. Quand elle est née, l'infirmière a demandé si nous voulions remplir l'annonce de naissance pour le journal. Et nous avons dit non, merci. Les gens à l'épicerie posèrent des questions sur la tante d'Hope quand ils nous voyaient, et nous disions simplement qu'elle recevait l'aide dont elle avait besoin. Nous n'expliquions plus, ne donnions plus d'excuses ou ne racontions plus toute l'histoire parce que ce n'était pas leur affaire. 5 ans après cette terrible baby shower, notre famille a trouvé sa nouvelle normalité avec des dîners hebdomadaires et des soirées de jeux mensuelles. Nous avions maintenant des caméras de sécurité et maman gardait les portes verrouillées même pendant la journée. Ce que nous ne faisions jamais avant.
Papa a recommencé à aller à l'église et a trouvé la paix en aidant avec la banque alimentaire tous les samedis matins. Mon mari a entraîné 3 équipes de jeunes différentes et a appris aux enfants à prendre de bonnes décisions lorsqu'ils étaient en colère. J'ai regardé Hope jouer dans le parc et je me suis assurée qu'elle connaissait les limites et qu'elle parlait quand quelque chose ne semblait pas correct. Nous lui avons enseigné que la famille signifie l'amour, mais cela signifie aussi tenir les gens responsables lorsqu'ils blessent les autres. Le psychiatre a appelé le mois dernier pour dire que ma sœur faisait de lents progrès, mais qu'elle aurait besoin de plus d'années de traitement avant toute libération. Nous avons écouté la mise à jour et les avons remerciés d'avoir appelé, mais nous ne lui rendons plus visite et nous ne lui écrivons plus. Notre famille a appris à repérer les drapeaux rouges que nous avions ignorés auparavant, comme les petits mensonges et la façon dont elle se victimisait toujours. Nous avons cessé de chercher des excuses pour le mauvais comportement des gens et avons commencé à signaler les choses quand elles ne semblaient pas bonnes. Maman a rejoint un groupe de soutien pour les parents d'enfants adultes souffrant de troubles de la personnalité et en est devenue la secrétaire après 6 mois. Elle a aidé les nouveaux membres à comprendre que la maladie mentale n'excuse pas le fait de blesser des personnes innocentes ou de planifier des crimes. Papa écrivait dans son journal tous les soirs sur le pardon et les limites et sur la façon d'aimer quelqu'un à distance. Mes frères communiquaient chaque semaine et nous allions tous en thérapie séparément pour surmonter notre propre culpabilité et notre traumatisme. La famille élargie s'est lentement réunie à nouveau, mais avec de nouvelles règles concernant l'argent, la confiance et la vérification. Personne ne donnait de cadeaux en espèces et tout le monde demandait des reçus lorsque quelqu'un avait besoin d'aide pour les dépenses. Hope a eu 3 ans le mois dernier et a demandé pourquoi elle n'avait qu'une seule tante alors que ses amis en avaient en plus. Nous lui avons dit que la tante Sarah était malade et avait besoin de médecins spéciaux pour l'aider à aller mieux. Elle a accepté cela comme le font les enfants et est retournée jouer avec ses jouets sans poser d'autres questions. Becca a obtenu son diplôme en travail social et a été embauchée à temps plein au refuge tandis que Cade s'occupait de leur fille. Ils ont déménagé dans un appartement plus grand près de l'université et ont commencé à économiser pour un acompte sur une maison. Laia et Raon sont devenus une famille pour eux et pour nous après tout ce qu'ils avaient fait pour aider. Nos vies n'étaient pas parfaites, mais elles étaient réelles et honnêtes et exemptes de la manipulation avec laquelle nous avions vécu si longtemps. Merci d'être resté avec moi et de vous être demandé tout ce temps. C'est vraiment un voyage que nous avons partagé ensemble. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, prenez soin de vous. Et si vous êtes arrivés jusqu'à la fin, laissez un commentaire. J'aime lire tous vos retours.